En ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, des milliers de physiciens dans les plus prestigieuses universités du monde consacrent leur carrière entière à une théorie qui pourrait être fondamentalement impossible à prouver. Pas difficile à prouver, pas compliqué à tester. Impossible. Ces scientifiques brillants, formés dans des institutions comme Princeton, Cambridge et le MIT, passent des décennies à développer des équations mathématiques d'une beauté stupéfiante pour décrire une réalité que nous ne pourrons peut-être jamais observer. Et voici ce qui est vraiment troublant. Beaucoup d'entre eux le savent parfaitement. Ils continuent quand même. Nous parlons de la théorie des cordes. Et si vous pensez que c'est simplement une autre théorie scientifique en attente de confirmation, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Cette théorie a transformé la physique fondamentale en quelque chose que certains scientifiques n'osent même plus appeler de la science. Revenons à 1984. Dans les couloirs du laboratoire national de Brookhaven, un physicien nommé Michael Green et son collègue John Schwartz viennent de faire une découverte mathématique qui va déclencher ce que l'on appellera plus tard la première révolution des supercordes. Leurs calculs montrent que certaines anomalies mathématiques qui rendaient la théorie des cordes incohérente disparaissent miraculeusement dans des conditions très spécifiques. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre dans la communauté scientifique. En quelques mois, des centaines de physiciens abandonnent leurs recherches en cours pour se consacrer à cette nouvelle approche révolutionnaire. Les universités créent des départements entiers dédiés à la théorie des cordes. Les étudiants les plus brillants se bousculent pour travailler avec les pionniers de ce domaine. C'est l'euphorie intellectuelle totale. Mais voici ce que personne ne réalise vraiment à ce moment-là. Ils viennent de s'engager dans un voyage de 40 ans qui ne produira pas une seule prédiction testable. Imaginons que vous comprimiez toute l'histoire de la physique moderne en une seule journée de 24 heures. Isaac Newton formule ses lois du mouvement et de la gravitation à 6 heures du matin. Les équations de Maxwell sur l'électromagnétisme arrivent vers 14 heures. La relativité d'Einstein apparaît à 18h30. La mécanique quantique se développe entre 19h et 20h. Chacune de ces théories a été testée, vérifiée, utilisées pour faire des prédictions qui se sont révélées exactes. Elles ont transformé notre monde de manière concrète. Satellites GPS, ordinateurs, énergie nucléaire, laser. Maintenant, la théorie des cordes entre en scène, à 23h50. Et pendant les 10 dernières minutes de cette journée métaphorique, elle ne produit aucune technologie, aucune prédiction vérifiable, aucune observation confirmée. Juste des mathématiques. Des mathématiques magnifiques, certes, mais uniquement des mathématiques. Alors pourquoi des milliers de scientifiques brillants ont-ils consacré leur vie à cette théorie ? Pour comprendre, nous devons revenir au problème fondamental que la théorie des cordes prétend résoudre. Depuis les années 1920, les physiciens vivent avec une contradiction profondément troublante au cœur de leur discipline. D'un côté, nous avons la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps lui-même. Cette théorie fonctionne magnifiquement pour les objets massifs, planètes, étoiles, galaxies, trous noirs. De l'autre côté, nous avons la mécanique quantique, qui décrit le comportement des particules subatomiques avec une précision stupéfiante. Cette théorie a été testée avec une exactitude allant jusqu'à 15 décimales. Elle est probablement la théorie scientifique la plus précise jamais développée par l'humanité. Le problème, ces deux théories sont fondamentalement incompatibles. Quand vous essayez de les combiner, quand vous tentez d'appliquer les règles de la mécanique quantique à la gravité elle-même, les équations produisent des infinis. Pas des nombres très grands, des infinis mathématiques, qui rendent les calculs complètement dénués de sens. C'est comme si l'univers vous disait « Vous ne pouvez pas poser cette question de cette manière ». Pendant des décennies, les physiciens ont essayé toutes les astuces mathématiques imaginables pour résoudre ce problème. Rien ne fonctionnait. Puis, dans les années 1970, quelques physiciens ont eu une idée radicale. Et si les particules fondamentales n'étaient pas des points sans dimension, comme nous l'avions toujours supposé, mais plutôt de minuscules cordes vibrantes ? Ces cordes seraient incroyablement petites, environ 10 puissance moins 33 cm, soit 1 milliard de fois plus petit qu'un proton. À cette échelle, les différents modes de vibration de ces cordes,
correspondrait aux différentes particules que nous observons. Électrons, quarks, photons, et même le graviton hypothétique qui transmettrait la force gravitationnelle. L'élégance de cette idée est presque séduisante. Une seule entité fondamentale, la corde, dont les différentes vibrations créent toute la diversité de la matière et de l'énergie dans l'univers. C'est comme si l'univers entier était une symphonie cosmique, où chaque particule est simplement une note différente jouée par le même instrument fondamental. Mais voici où les choses deviennent vraiment étranges. Pour que les mathématiques de la théorie des cordes fonctionnent, pour que les équations restent cohérentes et ne produisent pas ces infinies problématiques, l'univers ne peut pas avoir seulement les 3 dimensions spatiales que nous expérimentons quotidiennement. Il doit avoir 10 dimensions, ou 11 selon la version de la théorie, ou 26 dans certaines formulations anciennes. Attendez un instant, 10 dimensions? Où sont les 6 dimensions supplémentaires? Pourquoi ne les voyons-nous pas quand nous regardons autour de nous? La réponse standard des théoriciens des cordes est que ces dimensions supplémentaires sont compactifiées. Imaginez une corde de guitare vue de très loin. Elle ressemble à une ligne unidimensionnelle. Mais si vous pouviez zoomer suffisamment, vous verriez qu'elle a en réalité une épaisseur, une dimension circulaire supplémentaire enroulée sur elle-même. Selon la théorie des cordes, les 6 dimensions supplémentaires de l'espace sont enroulées de manière similaire, mais à une échelle si incroyablement petite que nous ne pouvons pas les détecter avec nos instruments actuels. Elles forment des structures géométriques complexes, appelées espaces de Calabi-Yau, du nom des mathématiciens Eugenio Calabi et Shing-Tung Biot, qui ont étudié ces formes exotiques. Voici une visualisation qui pourrait vous aider. Imaginez une fourmi marchant sur un tuyau d'arrosage. Pour la fourmi, il y a 2 directions possibles, le long du tuyau et autour du tuyau. Mais pour vous, observant de loin, le tuyau ressemble à une simple ligne. La dimension circulaire est trop petite pour que vous la perceviez à votre échelle. Maintenant, multipliez cette idée par 6 dimensions supplémentaires, rendez-les 1 milliard de fois plus petites qu'un atome, et donnez-leur des formes géométriques d'une complexité hallucinante. Voilà ce que la théorie des cordes propose, et c'est là que commence le véritable problème. Parce qu'il s'avère qu'il n'y a pas une seule façon de compactifier ces dimensions supplémentaires. Il y en a environ 10 puissance 500. C'est un suivi de 500 zéros. Pour mettre ce nombre en perspective, le nombre total d'atomes dans l'univers observable est estimé à environ 10 puissance 80. Le nombre de façons différentes de configurer ces dimensions supplémentaires dépasse de manière incompréhensible le nombre de particules dans tout le cosmos. Chacune de ces 10 puissance 500 configurations différentes produirait un univers avec des lois physiques légèrement différentes, des constantes fondamentales différentes, des particules différentes, peut-être même des forces fondamentales différentes. Les théoriciens des cordes appellent cet ensemble stupéfiant de possibilités le quote 1. Et voici le coup fatal pour la prédictibilité scientifique. La théorie des cordes ne nous dit pas laquelle de ces 10 puissance 500 configurations correspond à notre univers. Elle ne peut pas prédire les valeurs des constantes fondamentales que nous mesurons. Elle ne peut pas nous dire pourquoi l'électron a exactement la masse qu'il a, ou pourquoi la constante de structure fine a la valeur que nous observons. En d'autres termes, la théorie des cordes peut s'accommoder de pratiquement n'importe quel résultat expérimental. Et une théorie qui peut expliquer n'importe quoi n'explique en réalité rien du tout. C'est ici que nous devons parler de Karl Popper, le philosophe des sciences autrichien qui a révolutionné notre compréhension de ce qui rend une théorie scientifique. Dans les années 1930, Popper a proposé un critère simple mais puissant. Une théorie n'est scientifique que si elle est falsifiable. Cela ne signifie pas qu'elle doit être fausse, mais qu'elle doit faire des prédictions suffisamment précises pour qu'on puisse imaginer une expérience qui pourrait la réfuter. La relativité générale d'Einstein était falsifiable. Elle prédisait que la lumière des étoiles serait déviée par le Soleil d'une quantité précise. Si les observations de 1919 avaient montré une déviation différente, ou aucune déviation, la théorie aurait été réfutée. Mais les observations ont confirmé la prédiction d'Einstein, renforçant ainsi la théorie. Maintenant, posez-vous cette question.
Quelle expérience pourrait réfuter la théorie des cordes? Quelle observation pourrait nous dire définitivement que cette théorie est fausse? La réponse troublante est probablement aucune. Les cordes sont si petites que les détecter directement nécessiterait un accélérateur de particules de la taille de la galaxie. Les dimensions supplémentaires sont enroulées à une échelle si minuscule qu'aucune technologie concevable ne pourrait les sonder. Et avec 10 puissance 500 configurations possibles dans le paysage des cordes, pratiquement n'importe quelle observation peut être accommodée en choisissant simplement la bonne configuration. C'est ce qui a conduit le physicien Peter White de l'université Columbia à écrire un livre au titre provocateur en 2006. Même pas fausse. Son argument est dévastateur dans sa simplicité. La théorie des cordes n'est même pas assez précise pour être fausse. Elle existe dans une sorte de limbes intellectuelles, ni vraie ni fausse, juste mathématiquement cohérente et empiriquement vide. Un autre critique éminent, Lee Smolin de l'Institut Perimeter au Canada, a publié la même année un livre intitulé « Les problèmes de la physique ». Il y décrit comment la domination de la théorie des cordes a créé ce qu'il appelle une quad 4 dans la physique théorique. Les jeunes physiciens qui veulent faire carrière dans les meilleures universités se sentent obligés de travailler sur la théorie des cordes, même s'ils ont des doutes sur sa validité scientifique. Les départements de physique embauchent principalement des théoriciens des cordes. Les financements de recherche vont massivement vers les projets liés aux cordes. Les approches alternatives pour unifier la physique, comme la gravitation quantique à boucle ou la théorie des twisters, reçoivent une fraction des ressources et de l'attention. Smolin raconte l'histoire d'un jeune physicien brillant qui a développé des idées prometteuses dans une approche alternative à la théorie des cordes. Malgré des publications dans des revues prestigieuses et des résultats intéressants, il n'a pas pu obtenir de poste permanent dans une université de recherche. Pourquoi ? Parce que les comités d'embauche étaient dominés par des théoriciens des cordes, qui considéraient les approches alternatives comme marginales ou peu prometteuses. Ce jeune physicien a finalement quitté la recherche académique. Combien d'autres histoires similaires ne sont jamais racontées ? Mais attendez, avant de condamner complètement la théorie des cordes, nous devons comprendre pourquoi tant de physiciens brillants continuent à y travailler malgré ces critiques dévastatrices. Parce qu'il y a quelque chose de profondément séduisant dans cette théorie, quelque chose qui va au-delà de sa capacité à faire des prédictions testables. La beauté mathématique de la théorie des cordes est, selon ses praticiens, sans précédent dans l'histoire de la physique. Les équations révèlent des symétries cachées d'une élégance stupéfiante. Des connexions inattendues émergent entre des domaines mathématiques apparemment sans rapport. La théorie a même conduit à des découvertes purement mathématiques qui ont surpris les mathématiciens eux-mêmes. Edward Witten, probablement le théoricien des cordes le plus influent au monde, est le seul physicien à avoir jamais reçu la médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques, précisément pour son travail sur la théorie des cordes et ses implications mathématiques. Witten et d'autres défenseurs de la théorie argumentent que nous jugeons peut-être la théorie des cordes selon des critères inappropriés. Peut-être que cette théorie représente une nouvelle façon de faire de la physique, où la cohérence mathématique et l'élégance théorique sont des guides plus fiables que la vérification expérimentale immédiate. Après tout, la relativité générale d'Einstein a été acceptée en grande partie à cause de sa beauté mathématique, bien avant que la plupart de ses prédictions puissent être testées. Les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein en 1916, n'ont été détectées directement qu'en 2015, presque un siècle plus tard. Mais il y a une différence cruciale. La relativité générale faisait des prédictions précises et testables dès le début, même si la technologie pour les tester n'existait pas encore. La théorie des cordes, après 40 ans de développement intensif, ne fait toujours pas de prédictions précises que nous pourrions tester même si nous avions la technologie. Écoutez comment Brian Greene, l'un des vulgarisateurs les plus éloquents de la théorie des cordes, décrit la situation dans son livre « L'univers élégant », publié en 1999. La théorie des cordes a le potentiel de montrer que tous les phénomènes remarquables que nous voyons dans l'univers, depuis la danse frénétique des quarks jusqu'à la valse majestueuse des étoiles en orbite, ne sont que des reflets d'un grand principe physique, d'une équation maîtresse. C'est une vision magnifique, presque poétique. Mais remarquez le mot-clé, potentiel.
Après plus de 2 décennies supplémentaires depuis la publication de ce livre, ce potentiel reste non réalisé. Maintenant, imaginons quelque chose d'incroyable. Supposons qu'un génie mathématique développe une théorie qui explique parfaitement le comportement de tous les nombres premiers. Cette théorie est mathématiquement cohérente, élégante, et révèle des connexions profondes entre différents domaines des mathématiques. Il y a juste un problème. Elle ne fait aucune prédiction sur quel nombre sera premier ou non que nous ne puissions déjà vérifier par d'autres méthodes. Elle n'offre aucun moyen de tester ses affirmations sur la distribution des nombres premiers au-delà de ce que nous savons déjà. Est-ce une avancée mathématique ? Certainement. Est-ce une théorie scientifique sur la nature des nombres ? C'est beaucoup moins clair. La théorie des cordes se trouve dans une position similaire. Elle a produit des mathématiques fascinantes. Elle a révélé des connexions profondes entre différents domaines de la physique théorique. Mais a-t-elle produit de la science au sens traditionnel du terme ? A-t-elle augmenté notre capacité à prédire et contrôler les phénomènes naturels ? Voici un fait qui devrait vous faire réfléchir. En 1984, quand la première révolution des supercordes a commencé, les théoriciens des cordes étaient convaincus qu'ils étaient à quelques années seulement de résoudre tous les mystères fondamentaux de la physique. Michael Green a déclaré dans une interview que la théorie pourrait être complètement développée d'ici la fin des années 1980. Edward Witten a suggéré que nous pourrions avoir une compréhension complète d'ici les années 1990. Nous sommes maintenant en 2026. 42 ans se sont écoulés. Et la théorie n'est pas plus proche de faire une prédiction testable qu'elle ne l'était au début. Combien de temps une théorie peut-elle rester prometteuse sans jamais tenir ses promesses ? À quel moment l'optimisme devient-il de l'aveuglement ? Ce sont des questions inconfortables, mais elles doivent être posées. Pensez aux ressources intellectuelles qui ont été investies dans la théorie des cordes. Des milliers de physiciens parmi les plus brillants au monde. Des dizaines de milliers d'articles scientifiques. Des milliards de dollars en financement de recherche. Des décennies de travail intensif. Tout cela pour une théorie qui n'a pas encore produit une seule prédiction vérifiable sur le monde physique. Que se serait-il passé si ces ressources avaient été investies dans d'autres approches ? Aurions-nous déjà résolu le problème de la gravité quantique par une voie différente ? Aurions-nous fait des découvertes que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant ? Bien sûr, c'est facile de critiquer avec le recul. La science progresse souvent par des chemins tortueux et imprévisibles. Parfois, les théories qui semblent les plus prometteuses mènent à des impasses, tandis que des idées marginales se révèlent révolutionnaires. Personne ne savait en 1984 que la théorie des cordes resterait empiriquement stérile pendant plus de 4 décennies. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Beaucoup de théoriciens des cordes le savent maintenant, et ils continuent quand même. Ils ont développé des arguments sophistiqués pour expliquer pourquoi leur théorie devrait être jugée selon des critères différents des autres théories scientifiques. Ils ont créé tout un vocabulaire pour décrire pourquoi l'absence de prédiction testable n'est pas vraiment un problème. Ils parlent de paysage et de multivers et de sélection anthropique pour expliquer pourquoi nous ne devrions pas nous attendre à ce que la théorie prédise les valeurs précises des constantes fondamentales. Certains sont allés encore plus loin. Ils suggèrent que peut-être notre univers n'est qu'un parmi 10 puissance 500 univers différents dans un multivers gigantesque, chacun avec ses propres lois physiques, déterminées par une configuration différente des dimensions supplémentaires. Dans ce scénario, demander pourquoi notre univers a les lois physiques qu'il a revient à demander pourquoi nous vivons sur Terre plutôt que sur Mars. C'est juste un accident de notre localisation dans ce multivers vaste. Nous observons les lois physiques que nous observons parce que ce sont les seules lois compatibles avec notre existence. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Mais remarquez ce qui s'est passé ici. Nous sommes passés d'une théorie qui prétendait expliquer pourquoi les lois de la physique sont ce qu'elles sont, à une théorie qui dit essentiellement que les lois de la physique sont arbitraires et que nous ne devrions pas nous attendre à pouvoir les expliquer.
C'est un recul intellectuel spectaculaire, déguisé en progrès théorique. Arrêtons-nous un instant sur ce qui vient de se passer. Nous avons commencé avec une théorie qui promettait d'expliquer tout, et nous nous retrouvons avec une théorie qui dit que nous ne pouvons rien expliquer de fondamental. C'est comme si un détective promettait de résoudre un meurtre, passait 40 ans à enquêter, puis concluait que peut-être il y a un nombre infini de meurtriers possibles dans des univers parallèles, et que nous ne pouvons pas vraiment savoir lequel a commis le crime dans notre univers. Techniquement, cette explication est cohérente. Mais est-ce vraiment ce que nous entendions par « résoudre le mystère » ? Pour comprendre à quel point cette situation est extraordinaire, nous devons examiner de plus près les voix dissidentes qui ont osé remettre en question l'orthodoxie des cordes. Et croyez-moi, il a fallu du courage pour le faire. Peter Woit, que nous avons mentionné plus tôt, n'est pas un marginal scientifique. C'est un mathématicien et physicien respecté à l'Université Columbia, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. Quand il a publié 13 quotes en 2006, il savait exactement ce qu'il risquait. Dans le monde académique, critiquer publiquement le paradigme dominant peut être un suicide professionnel, surtout quand ce paradigme est défendu par certains des physiciens les plus puissants et influents de la planète. Écoutez ce que Woit écrit dans l'introduction de son livre. Il continue en décrivant comment la communauté de la théorie des cordes a développé ce qu'il appelle une culture de l'immunité à la critique. Les théoriciens des cordes ont créé leurs propres conférences, leurs propres revues, leurs propres critères d'évaluation qui valorisent la sophistication mathématique plutôt que la connexion avec la réalité physique. Mais voici ce qui est fascinant. Woit ne critique pas les mathématiques de la théorie des cordes. Il reconnaît volontiers que c'est un domaine mathématique riche et intéressant. Son problème est avec l'affirmation que c'est de la physique. Il fait une distinction cruciale. Les mathématiques explorent les structures logiques possibles, tandis que la physique doit nous dire quelque chose sur le monde réel. La théorie des cordes, selon Woit, a franchi la frontière invisible entre ces deux domaines et s'est installée confortablement du côté des mathématiques, tout en continuant à se présenter comme de la physique. Maintenant, regardons Lee Smolin, dont la critique est peut-être encore plus dévastatrice parce qu'elle vient de l'intérieur. Smolin a lui-même travaillé sur la théorie des cordes au début de sa carrière. Il comprend les mathématiques, il connaît les gens. Et c'est précisément cette connaissance intime qui rend sa critique si puissante. Dans les problèmes de la physique, Smolin identifie ce qu'il appelle les quates-17 de la physique théorique contemporaine. Le premier est de combiner la relativité générale et la mécanique quantique en une théorie de la gravité quantique. Le deuxième est de comprendre les fondements de la mécanique quantique elle-même. Le troisième est d'unifier toutes les particules et forces en une seule théorie cohérente. Le quatrième est d'expliquer comment les valeurs des constantes fondamentales de la nature ont été choisies. Le cinquième est d'expliquer la matière noire et l'énergie noire. Selon Smolin, la théorie des cordes n'a fait de progrès réel sur aucun de ces 5 problèmes. 0 sur 5, après 40 ans. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, dit Smolin, c'est que la domination de la théorie des cordes a activement empêché le progrès sur ces problèmes en monopolisant les ressources et en marginalisant les approches alternatives. Il raconte une anecdote révélatrice. Dans les années 2000, il a organisé une conférence sur les approches alternatives à la gravité quantique. Il a invité des théoriciens des cordes à venir présenter leur travail et à débattre avec les chercheurs travaillant sur d'autres approches. Presque tous ont décliné. Pourquoi ? Parce que, lui ont-ils dit en privé, être vus en train de prendre au sérieux des approches alternatives pourrait nuire à leur réputation dans la communauté des cordes. Pensez à cela. Des scientifiques qui refusent de débattre de leurs idées avec d'autres scientifiques par peur de représailles sociales. C'est le comportement d'une secte, pas d'une communauté scientifique saine. Mais les défenseurs de la théorie des cordes ne sont pas restés silencieux face à ces critiques. Leurs réponses révèlent quelque chose de profond sur la nature de la science elle-même, et sur ce qui se passe quand une théorie devient plus qu'une simple théorie, quand elle devient une identité, une carrière, une vision du monde. Brian Greene, dans une interview donnée après la publication des livres de Woit et Smolin, a répondu avec une défense passionnée. Il a argumenté que juger la théorie des cordes après seulement quelques décennies est prématuré. La mécanique quantique, rappelle-t-il,
a pris plusieurs décennies pour être pleinement développée et testée. La relativité générale a attendu presque un siècle pour certaines de ses prédictions les plus spectaculaires. Pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que la théorie des cordes, qui tente de résoudre un problème encore plus difficile, progresse plus rapidement? C'est un argument séduisant. Mais il y a un problème. La mécanique quantique et la relativité générale faisaient des prédictions testables dès le début. Elles étaient en contact constant avec l'expérience. Chaque nouvelle prédiction confirmée renforçait la confiance dans la théorie. La théorie des cordes, en revanche, n'a jamais eu ce contact avec la réalité expérimentale. Elle a évolué pendant 40 ans dans un vide empirique complet, guidé uniquement par la cohérence mathématique interne. Edward Witten, le grand prêtre de la théorie des cordes, si l'on peut dire, a adopté une position encore plus audacieuse. Dans une conférence donnée en 2010, il a suggéré que peut-être nous devons repenser ce que signifie faire de la physique au XXIe siècle. Peut-être que la physique fondamentale est entrée dans une nouvelle ère où les expériences directes ne sont plus possibles et où nous devons nous fier à la beauté mathématique et à la cohérence théorique comme guides principaux. Witten a fait une analogie provocante. Il a comparé la situation actuelle en physique théorique à celle de la cosmologie avant l'invention des télescopes. Les philosophes grecs pouvaient spéculer sur la nature des étoiles et des planètes, mais ils ne pouvaient pas vraiment tester leur théorie. Puis Galilée a construit son télescope, et soudain la cosmologie est devenue une science expérimentale. Witten suggère que peut-être nous sommes dans une période similaire maintenant, en attendant une percée technologique qui nous permettra de tester la théorie des cordes. En attendant, nous devons continuer à développer la théorie mathématiquement, en nous préparant pour le jour où les tests deviendront possibles. Mais cette analogie révèle plus qu'elle ne le prétend. Les philosophes grecs qui spéculaient sur les cieux ne prétendaient pas faire de la science expérimentale. Ils savaient qu'ils faisaient de la philosophie naturelle, de la spéculation éclairée. C'est seulement quand Galilée a introduit l'observation systématique que la cosmologie est devenue une science au sens moderne. Si Witten a raison, alors la théorie des cordes n'est pas encore de la science. C'est de la pré-science, de la philosophie naturelle mathématiquement sophistiquée. Et il n'y a rien de mal à cela, tant que nous sommes honnêtes sur ce que nous faisons. Maintenant, explorons quelque chose de vraiment fascinant. Comment la théorie des cordes a-t-elle réussi à maintenir sa domination malgré l'absence totale de confirmation expérimentale? La réponse nous en dit long sur la sociologie de la science moderne. Premièrement, il y a ce que les sociologues appellent « 19 ». Une fois qu'un nombre suffisant de physiciens prestigieux se sont engagés dans la théorie des cordes, il devient rationnel pour les jeunes chercheurs de suivre, même s'ils ont des doutes. Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouvent les emplois, les financements, les opportunités de collaboration avec des scientifiques célèbres. Un jeune physicien brillant qui choisit de travailler sur une approche alternative se retrouve isolé, avec peu de collègues avec qui discuter, peu de conférences où présenter son travail, peu de revues intéressées par ses articles. Deuxièmement, il y a le phénomène de l'investissement irrécupérable. Imaginez que vous avez passé 10 ans de votre vie à maîtriser les mathématiques incroyablement complexes de la théorie des cordes. Vous avez publié des dizaines d'articles. Vous avez construit votre réputation sur cette expertise. Maintenant, quelqu'un vous dit que peut-être toute cette théorie est une impasse. Quelle est votre réaction probable ? La plupart des gens ne peuvent pas facilement admettre que 10 ans de leur vie ont été investis dans quelque chose de fondamentalement stérile. Il est psychologiquement plus facile de continuer, de trouver des raisons pour lesquelles les critiques ont tort, de s'accrocher à l'espoir qu'une percée est juste au coin de la rue. Troisièmement, et c'est peut-être le plus subtil, il y a la séduction de la beauté mathématique elle-même. Les équations de la théorie des cordes sont, selon tous les témoignages, d'une élégance extraordinaire. Elles révèlent des symétries cachées, des connexions inattendues, des structures d'une profondeur stupéfiante. Pour un physicien théoricien, qui a passé des années à développer une intuition mathématique, cette beauté est presque irrésistible. Il y a une conviction profonde, presque mystique, que l'univers doit être mathématiquement élégant à son niveau le plus fondamental. Et si la théorie des cordes est si belle mathématiquement,
comment pourrait-elle ne pas être vraie? Mais voici le problème avec cet argument. L'univers n'a aucune obligation d'être mathématiquement élégant. C'est nous, les humains, qui trouvons certaines structures mathématiques belles. L'univers pourrait très bien être fondamentalement laid, compliqué, arbitraire. Ou peut-être que notre sens de la beauté mathématique est simplement mal calibré pour comprendre la physique à l'échelle de Planck. Utiliser la beauté mathématique comme guide principal en l'absence de confirmation expérimentale, c'est comme naviguer en utilisant uniquement une boussole esthétique. Vous pourriez vous retrouver dans un endroit magnifique, mais ce ne sera pas nécessairement là où vous vouliez aller. Regardons maintenant un cas spécifique qui illustre parfaitement les problèmes de la théorie des cordes, la prédiction de la supersymétrie. La supersymétrie, ou SUSY pour les intimes, est une symétrie mathématique qui relie les particules de matière, les fermions, aux particules de force, les bosons. Selon cette théorie, chaque particule que nous connaissons devrait avoir un tiret bas, quote-bas 20 et un tiret bas, quote-bas, avec des propriétés légèrement différentes. L'électron aurait un superpartenaire appelé le sélectron. Le quark aurait un squark, le photon aurait un photino, et ainsi de suite. La supersymétrie n'est pas strictement nécessaire pour la théorie des cordes, mais elle la rend beaucoup plus élégante et résout plusieurs problèmes techniques. La plupart des versions de la théorie des cordes incorporent la supersymétrie. Et voici ce qui est crucial. Contrairement à la théorie des cordes elle-même, la supersymétrie fait une prédiction testable. Si elle existe, nous devrions pouvoir détecter ces superpartenaires dans nos accélérateurs de particules. Pendant des décennies, les théoriciens des cordes ont prédit que la supersymétrie serait découverte, quote, 22 quotes. Dans les années 1980 et 90, ils disaient que les superpartenaires seraient découverts au LEP, le grand collisionneur électron-positon, au CERN. Rien n'a été trouvé. Puis ils ont dit que le Tévatron à Fermilab les trouverait certainement. Rien. Puis est venu le grand collisionneur de hadrons, le LHC, l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit. Sûrement, disaient les théoriciens, le LHC découvrirait la supersymétrie dans ses premières années de fonctionnement. Le LHC a commencé ses opérations en 2008. Il a découvert le boson de Higgs en 2012, confirmant la dernière prédiction du modèle standard de la physique des particules. Mais la supersymétrie? Aucun signe. Zéro. Nada. Le LHC a maintenant exploré des énergies bien au-delà de ce que les théoriciens des cordes prédisaient comme nécessaire pour voir la supersymétrie. Et il n'y a toujours rien. Comment les théoriciens des cordes ont-ils réagi à cela? Ont-ils admis que peut-être leur théorie avait un problème? Non. Ils ont simplement déplacé les poteaux de but. Maintenant, ils disent que la supersymétrie existe probablement à des énergies encore plus élevées, au-delà de la portée du LHC. Ou peut-être que la supersymétrie est brisée, entre guillemets, d'une manière qui rend les superpartenaires beaucoup plus lourds que prévu. Ou peut-être qu'il y a des raisons subtiles pour lesquelles nous ne les avons pas encore vues. Remarquez le schéma. Chaque fois qu'une prédiction échoue, la théorie est ajustée pour accommoder le résultat négatif. C'est exactement le genre de comportement que Karl Popper a identifié comme non scientifique. Une théorie vraiment scientifique prend des risques. Elle fait des prédictions audacieuses qui pourraient être fausses. Et quand ces prédictions échouent, la théorie est abandonnée ou radicalement révisée. La théorie des cordes, en revanche, semble immunisée contre la réfutation. Elle est comme un organisme qui évolue constamment pour survivre, peu importe ce que l'environnement expérimental lui lance. Mais peut-être que nous sommes trop durs. Peut-être que la théorie des cordes a produit quelque chose de valeur, même si ce n'est pas des prédictions testables sur le monde physique. Explorons cette possibilité. Il est indéniable que la théorie des cordes a conduit à des avancées mathématiques significatives. Le travail d'Edward Witten sur la théorie des cordes a révélé des connexions profondes entre différents domaines des mathématiques qui n'avaient jamais été soupçonnés auparavant. La théorie a inspiré de nouveaux développements en géométrie algébrique, en topologie, en théorie des nombres. Des mathématiciens purs, qui ne se soucient pas particulièrement de la physique, étudient maintenant les structures mathématiques qui émergent de la théorie des cordes
parce qu'elles sont intrinsèquement intéressantes. De plus, la théorie des cordes a conduit à des insights surprenants dans d'autres domaines de la physique. Par exemple, les techniques développées pour étudier certains aspects de la théorie des cordes se sont révélées utiles pour comprendre les plasmas de quarks-gluons créés dans les collisions d'ions lourds. La correspondance ADS-CFT, une dualité découverte dans le contexte de la théorie des cordes, a trouvé des applications dans l'étude des supraconducteurs à haute température et même dans la physique de la matière condensée. Donc, la théorie des cordes a été productive, juste pas de la manière que ses promoteurs avaient promise. Elle n'a pas unifié la physique. Elle n'a pas expliqué pourquoi les constantes fondamentales ont les valeurs qu'elles ont. Elle n'a pas prédit de nouvelles particules ou forces. Mais elle a enrichi les mathématiques et a fourni de nouveaux outils pour penser à certains problèmes en physique. Est-ce suffisant ? Cela justifie-t-il 40 ans de domination dans la physique théorique ? Cela justifie-t-il les milliards de dollars investis ? Cela justifie-t-il le fait que des générations entières de jeunes physiciens brillants ont été canalisés dans ce domaine au détriment d'approches alternatives ? Ce sont des questions difficiles, et les réponses dépendent de ce que vous pensez que devrait être le but de la physique théorique. Si vous pensez que le but est de comprendre le monde physique, de faire des prédictions testables, de guider les expérimentateurs vers de nouvelles découvertes, alors la théorie des cordes a été un échec spectaculaire. Si vous pensez que le but est d'explorer des structures mathématiques intéressantes et de développer de nouveaux outils conceptuels, alors la théorie des cordes a été un succès modéré. Mais voici ce qui est vraiment troublant. La plupart des théoriciens des cordes ne sont pas honnêtes sur cette distinction. Ils continuent à présenter leur travail comme de la physique, comme une tentative de comprendre le monde réel, alors qu'en pratique, c'est devenu un exercice de mathématiques pure. Ils continuent à promettre que des prédictions testables sont juste au coin de la rue, alors qu'ils savent probablement que ce n'est pas vrai. Ils continuent à dominer les départements de physique et les financements de recherche, marginalisant les approches qui pourraient avoir une meilleure chance de faire de véritables progrès en physique. Regardons maintenant une approche alternative, qui a été largement éclipsée par la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle. Cette théorie, développée principalement par Lee Smolin, Carlo Rovelli et Abhay Ashtekar, adopte une approche radicalement différente du problème de la gravité quantique. Au lieu d'essayer d'unifier toutes les forces en une seule théorie élégante, elle se concentre spécifiquement sur la quantification de la gravité elle-même. Au lieu de postuler des dimensions supplémentaires et des cordes vibrantes, elle travaille avec l'espace-temps à 4 dimensions que nous connaissons et propose que l'espace lui-même a une structure granulaire à l'échelle de Planck. La gravitation quantique à boucle fait des prédictions testables. Elle prédit que la vitesse de la lumière pourrait varier très légèrement en fonction de l'énergie des photons, un effet qui pourrait être détectable en observant les rayons gamma provenant de sursauts gamma lointains. Elle prédit des signatures spécifiques dans le rayonnement de fond cosmologique. Elle prédit que les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, mais qu'ils peuvent tirer bas, 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 tirer bas,
tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas, tiré bas. Maintenant, il est important de noter que ces prédictions n'ont pas encore été confirmées. La gravitation quantique à boucle pourrait très bien être fausse. Mais au moins, elle est testable. Au moins, elle prend le risque d'être réfutée. C'est de la science, au sens traditionnel du terme. Alors pourquoi la gravitation quantique à boucle n'a-t-elle pas reçu une fraction de l'attention et des ressources que la théorie des cordes a reçues ? Plusieurs raisons. Premièrement, elle est mathématiquement moins élégante. Elle ne promet pas d'unifier toutes les forces. Elle ne révèle pas de symétrie cachée spectaculaire. Deuxièmement, elle est arrivée plus tard sur la scène. Quand elle a commencé à se développer sérieusement dans les années 1990, la théorie des cordes avait déjà établi sa domination institutionnelle. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, elle n'a pas eu de champion charismatique comme Edward Witten pour la promouvoir auprès de la communauté scientifique et du public. Mais il y a une leçon plus profonde ici. La science n'est pas seulement une question de suivre la méthode scientifique et de laisser les données décider. La science est aussi une entreprise humaine, influencée par la politique, la personnalité, le hasard historique, et oui, même la mode intellectuelle. La domination de la théorie des cordes n'est pas simplement le résultat de son mérite scientifique supérieur. C'est aussi le résultat de facteurs sociologiques, de l'effet de réseau, de l'investissement irrécupérable et de la séduction de la beauté mathématique. Pensez à ce que cela signifie pour l'avenir de la physique. Si les facteurs sociologiques peuvent dominer les facteurs scientifiques pendant 40 ans dans le domaine le plus fondamental de la physique, qu'est-ce que cela nous dit sur la fiabilité de la science en général ? Sommes-nous aussi rationnels que nous aimons le penser ? Ou sommes-nous, même les scientifiques les plus brillants, sujets aux mêmes biais cognitifs, aux mêmes pressions sociales, aux mêmes illusions que tout le monde ? Il y a une ironie profonde dans tout cela. La théorie des cordes a commencé comme une tentative de trouver la théorie du tout, une équation maîtresse qui expliquerait tout dans l'univers. Elle a fini par révéler quelque chose de beaucoup plus troublant, que même nos meilleurs esprits scientifiques peuvent être égarés pendant des décennies par une idée séduisante mais stérile. Que la beauté mathématique n'est pas un guide fiable vers la vérité physique. Que la science, malgré toute sa puissance, est vulnérable aux mêmes faiblesses humaines que toute autre entreprise intellectuelle. Mais peut-être que ce n'est pas entièrement négatif. Peut-être que l'histoire de la théorie des cordes nous enseigne quelque chose d'important sur les limites de la connaissance humaine. Peut-être qu'elle nous montre que certaines questions sur l'univers sont, au moins pour l'instant, au-delà de notre capacité à répondre. Peut-être qu'elle nous rappelle l'importance de l'humilité intellectuelle, de la volonté d'admettre quand nous ne savons pas, de la résistance à la tentation de remplir notre ignorance avec des spéculations mathématiquement élégantes, mais empiriquement vides. Et peut-être, juste peut-être, que dans 100 ans, les physiciens regarderont en arrière sur cette période et verront quelque chose que nous ne pouvons pas voir maintenant. Peut-être qu'ils verront que la théorie des cordes, malgré tous ses échecs en tant que théorie physique, a joué un rôle crucial dans le développement de la vraie théorie de la gravité quantique. Peut-être qu'elle était une étape nécessaire, même si c'était une impasse. Ou peut-être qu'ils la verront simplement comme un avertissement, un exemple de ce qui se passe quand la physique perd le contact avec l'expérience et dérive dans le royaume des mathématiques pures. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de la théorie des cordes n'est pas encore terminée. Il y a encore des milliers de physiciens qui y travaillent, qui croient qu'une percée est possible, qui pensent que la prochaine génération d'accélérateurs ou de télescopes
pourraient enfin fournir la confirmation expérimentale tant attendue. Peut-être ont-ils raison. Peut-être que dans 10 ans, nous regarderons en arrière sur ce moment et rirons de notre scepticisme prématuré. Mais pour l'instant, 42 ans après le début de la première révolution des supercordes, nous devons faire face à une réalité inconfortable. La théorie des cordes reste une magnifique cathédrale mathématique construite sur des fondations empiriques inexistantes. Elle reste une promesse non tenue, un potentiel non réalisé, une vision séduisante qui pourrait être, au final, juste une vision. Maintenant, faisons quelque chose de radical. Oublions la théorie des cordes pendant un moment et posons une question beaucoup plus fondamentale. Qu'est-ce qui rend une idée scientifique vraie ? Non pas correcte, non pas utile, mais vraie au sens le plus profond du terme. Cette question nous ramène à un débat philosophique qui fait rage depuis des siècles, et l'histoire de la théorie des cordes l'a ramené au premier plan de manière spectaculaire. Imaginez 2 physiciens dans un laboratoire. Le premier dit « Notre théorie est vraie parce qu'elle prédit avec précision les résultats de nos expériences. » Le second répond « Mais comment savez-vous que votre théorie décrit réellement la réalité ? Peut-être qu'elle n'est qu'un outil de calcul pratique, une fiction utile qui se trouve donner les bonnes réponses. » Le premier physicien hausse les épaules. Quelle différence cela fait-il ? Si elle fonctionne, elle fonctionne. Le second insiste. Mais nous voulons comprendre ce qui est réellement là, pas seulement prédire des nombres. Ce débat n'est pas nouveau. Il remonte au moins à la révolution copernicienne. Quand Copernic a proposé que la Terre tourne autour du Soleil, certains de ses défenseurs ont argumenté que c'était juste un modèle mathématique plus simple pour calculer les positions des planètes, pas une description de la réalité physique. Après tout, nous ne sentons pas la Terre bouger. Nous voyons le Soleil se lever et se coucher. Comment pouvons-nous être sûrs que le modèle héliocentrique est plus qu'une astuce de calcul pratique ? Bien sûr, nous savons maintenant que la Terre tourne vraiment autour du Soleil. Mais comment le savons-nous ? Parce que le modèle héliocentrique a fait des prédictions qui ont été confirmées. Il a expliqué les phases de Vénus. Il a prédit les lois du mouvement planétaire de Kepler. Il s'est intégré parfaitement dans la théorie de la gravitation de Newton. Chaque nouvelle confirmation a renforcé notre confiance que nous ne faisions pas que calculer, mais que nous décrivions quelque chose de réel. Maintenant, appliquons cette leçon à la théorie des cordes. Les théoriciens des cordes affirment qu'ils décrivent la réalité fondamentale de l'univers. Ils disent que les particules sont vraiment des cordes vibrantes, que l'espace a vraiment 10 dimensions, que notre univers est vraiment l'un parmi 10 puissance 500 dans un multivers gigantesque. Mais comment peuvent-ils le savoir ? Ils n'ont aucune confirmation expérimentale, aucune prédiction testée, aucune connexion avec la réalité observable au-delà de la cohérence mathématique. Alors peut-être que la théorie des cordes n'est pas une description de la réalité. Peut-être que c'est juste un jeu mathématique sophistiqué, une exploration de structures logiques possibles qui se trouve avoir une certaine élégance interne. Et il n'y a rien de mal à cela, tant que nous sommes clairs sur ce que nous faisons. Le problème survient quand nous confondons l'élégance mathématique avec la vérité physique. Voici une expérience de pensée troublante. Supposons que demain, un génie mathématique développe une nouvelle théorie qui est encore plus élégante que la théorie des cordes. Cette nouvelle théorie unifie non seulement toutes les forces, mais révèle des symétries encore plus profondes, des connexions encore plus belles. Elle résout tous les problèmes techniques qui affligent la théorie des cordes. Il y a juste un petit détail. Elle prédit que l'univers devrait avoir des propriétés complètement différentes de celles que nous observons. Les constantes fondamentales devraient avoir des valeurs différentes. Les particules devraient se comporter différemment. Rien de ce qu'elle prédit ne correspond à notre univers réel. Devrions-nous adopter cette nouvelle théorie parce qu'elle est plus belle mathématiquement ? Bien sûr que non. Nous la rejetterions immédiatement parce qu'elle contredit l'observation. Mais remarquez ce qui s'est passé. Nous avons utilisé l'observation, la connexion avec la réalité, comme critère ultime. Pas la beauté mathématique, pas l'élégance théorique, la réalité. Maintenant,
La théorie des cordes ne contredit pas directement l'observation. Elle ne peut pas, parce qu'elle ne fait pas de prédictions suffisamment précises pour être contredite. Mais elle ne confirme pas non plus l'observation. Elle existe dans une sorte de limbe, ni confirmée ni réfutée, juste mathématiquement cohérente. Et c'est là que nous devons parler d'un concept philosophique crucial. La sous-détermination des théories par les données. Ce concept, développé par le philosophe Willard Van Orman Quine, dit essentiellement que pour n'importe quel ensemble de données observationnelles, il existe toujours plusieurs théories différentes qui peuvent expliquer ces données également bien. Comment choisissons-nous entre elles ? Traditionnellement, nous utilisons des critères comme la simplicité, le pouvoir prédictif, la cohérence avec d'autres théories bien établies. Mais en fin de compte, nous attendons que de nouvelles observations départagent les théories concurrentes. La théorie des cordes a poussé ce problème à l'extrême. Elle ne fait pas de prédictions suffisamment précises pour être départagée des théories alternatives par l'observation. Elle a transformé la sous-détermination temporaire en sous-détermination permanente. Et quand cela se produit, quand nous ne pouvons plus utiliser l'observation pour choisir entre les théories, sur quoi nous appuyons-nous ? Sur la beauté mathématique ? Sur le consensus de la communauté ? Sur l'autorité des physiciens les plus prestigieux ? Aucune de ces réponses n'est satisfaisante. Elles nous ramènent toutes à des critères subjectifs, sociaux, esthétiques. Elles nous éloignent de ce qui rend la science spéciale, son ancrage dans la réalité observable. Explorons maintenant un parallèle historique fascinant qui pourrait nous éclairer sur notre situation actuelle. Au XIXe siècle, les physiciens ont développé une théorie de la lumière basée sur l'éther luminifère. Selon cette théorie, la lumière était une onde qui se propageait à travers un milieu invisible appelé l'éther, qui remplissait tout l'espace. Cette théorie était mathématiquement sophistiquée. Elle expliquait de nombreux phénomènes optiques. Elle était soutenue par les physiciens les plus éminents de l'époque, y compris Lord Kelvin et James Clerk Maxwell. Mais il y avait un problème. Personne ne pouvait détecter l'éther directement. Toutes les tentatives pour mesurer le mouvement de la Terre à travers l'éther ont échoué. L'expérience la plus célèbre, réalisée par Albert Michelson et Edward Morley en 1887, n'a trouvé aucune preuve du mouvement de la Terre à travers l'éther. Zéro. Rien. Comment les physiciens ont-ils réagi ? Exactement comme les théoriciens des cordes réagissent aujourd'hui. Ils ont ajusté la théorie. Ils ont proposé que peut-être l'éther était entraîné par la Terre. Ou peut-être que les objets se contractent dans la direction de leur mouvement à travers l'éther d'une manière qui rend le mouvement indétectable. Ou peut-être que l'éther a des propriétés spéciales qui le rendent invisible à nos instruments. Chaque ajustement rendait la théorie plus compliquée, plus ad hoc, moins élégante. Mais elle restait mathématiquement cohérente. Elle pouvait toujours expliquer toutes les observations. Elle était juste devenue non testable. Puis Einstein est arrivé en 1905 avec la relativité restreinte. Il a simplement éliminé l'éther. Il a dit « Nous n'avons pas besoin de cette hypothèse. La lumière peut se propager dans le vide. L'espace et le temps eux-mêmes ont des propriétés qui expliquent tous les phénomènes que nous attribuons à l'éther. » Et sa théorie faisait des prédictions testables qui ont été rapidement confirmées. En quelques années, la théorie de l'éther, qui avait dominé la physique pendant des décennies, a été abandonnée. Non pas parce qu'elle était prouvée fausse, elle ne pouvait pas être prouvée fausse, elle était devenue non testable. Mais parce qu'une meilleure théorie était apparue, une théorie plus simple, plus élégante, et surtout, testable. La leçon pour la théorie des cordes devrait être évidente. Une théorie peut dominer pendant des décennies, être soutenue par les physiciens les plus brillants, être mathématiquement sophistiquée, et pourtant être fondamentalement sur la mauvaise voie. Et le signe révélateur est toujours le même. Quand une théorie devient de plus en plus compliquée pour accommoder l'absence de confirmation expérimentale, quand elle développe une immunité à la réfutation, quand elle se retire dans le royaume des mathématiques pures, elle est probablement en train de mourir, même si personne ne veut l'admettre. Mais il y a une différence cruciale entre la théorie de l'éther et la théorie des cordes.
La théorie de l'éther a été remplacée par quelque chose de mieux. La relativité d'Einstein était clairement supérieure. Elle était plus simple, plus testable, plus prédictive. Pour la théorie des cordes, nous n'avons pas encore de remplaçant évident. Les approches alternatives comme la gravitation quantique à boucle sont prometteuses, mais elles n'ont pas encore atteint le niveau de développement et de confirmation de la relativité d'Einstein. Alors peut-être que nous sommes coincés avec la théorie des cordes, non pas parce qu'elle est bonne, mais parce que nous n'avons rien de mieux. C'est une position inconfortable, mais peut-être honnête. Peut-être que nous devrions admettre que nous ne savons tout simplement pas comment unifier la gravité et la mécanique quantique, et que la théorie des cordes est notre meilleure conjecture, même si c'est une conjecture que nous ne pouvons pas tester. Mais si nous adoptons cette position, nous devons être absolument clairs sur ce que nous faisons. Nous ne faisons pas de la science au sens traditionnel. Nous faisons de la spéculation mathématiquement informée. Nous explorons des possibilités logiques. Nous développons des outils conceptuels qui pourraient être utiles un jour. Mais nous ne décrivons pas la réalité avec confiance. Nous ne faisons pas de prédictions sur le monde physique. Nous ne guidons pas les expérimentateurs vers de nouvelles découvertes. Et si c'est ce que nous faisons, alors peut-être que la théorie des cordes ne devrait pas dominer la physique théorique de la manière qu'elle le fait. Peut-être qu'elle devrait être un domaine parmi d'autres, recevant une part proportionnelle des ressources et de l'attention. Peut-être que nous devrions investir davantage dans des approches qui font des prédictions testables, même si elles sont moins élégantes mathématiquement. Pensons maintenant à quelque chose de vraiment profond, la relation entre les mathématiques et la réalité physique. Pourquoi les mathématiques sont-elles si efficaces pour décrire le monde physique ? C'est une question que le physicien Eugène Wigner a appelée la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles, dans un essai célèbre de 1960. Wigner a observé que les mathématiques, qui sont développées par des logiciens purs sans aucune référence au monde physique, se révèlent encore et encore être exactement les outils dont nous avons besoin pour décrire les phénomènes naturels. Les nombres complexes, inventés comme une curiosité mathématique, sont essentiels à la mécanique quantique. La géométrie riemannienne, développée comme une généralisation abstraite de la géométrie euclidienne, est exactement ce dont Einstein avait besoin pour la relativité générale. Les groupes de Lie, étudiés par les mathématiciens pour leur beauté intrinsèque, décrivent les symétries fondamentales de la physique des particules. C'est remarquable, c'est presque miraculeux. Et cela a conduit de nombreux physiciens à croire que l'univers est, à un niveau fondamental, mathématique. Que les mathématiques ne sont pas juste un outil pour décrire la réalité, mais que la réalité elle-même est mathématique. Max Tegmark, un cosmologiste au MIT, a même proposé ce qu'il appelle l'hypothèse de l'univers mathématique. L'idée que notre univers physique n'est pas juste décrit par les mathématiques, mais qu'il est une structure mathématique. Si cette vision est correcte, alors peut-être que la beauté mathématique est un guide fiable vers la vérité physique. Peut-être que les théoriciens des cordes ont raison de suivre l'élégance mathématique, même en l'absence de confirmation expérimentale. Peut-être que l'univers doit être mathématiquement beau à son niveau le plus fondamental. Mais il y a un problème avec ce raisonnement. Il y a beaucoup de structures mathématiques belles. Infiniment beaucoup, en fait. Si l'univers est une structure mathématique, laquelle est-ce ? Comment choisissons-nous parmi toutes les possibilités mathématiques ? Sans l'observation pour nous guider, nous sommes perdus dans un océan infini de possibilités mathématiques, chacune aussi belle et cohérente que les autres. C'est exactement le problème que la théorie des cordes a rencontré avec son paysage de 10 puissance 500 solutions. Les mathématiques seules ne suffisent pas. Nous avons besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui nous connecte à la réalité physique spécifique dans laquelle nous vivons. Et ce quelque chose, c'est l'observation, l'expérience, le test empirique. Voici une autre façon de penser à cela. Les mathématiques explorent le royaume du possible. La physique explore le royaume du réel. Ces deux royaumes se chevauchent, mais ils ne sont pas identiques. Il y a beaucoup de choses mathématiquement possibles qui ne sont pas physiquement réelles. Et peut-être, juste peut-être, il y a des choses physiquement réelles qui ne sont pas mathématiquement élégantes. La théorie des cordes a peut-être fait l'erreur de confondre ces deux royaumes. Elle a supposé que ce qui est mathématiquement beau doit être physiquement réel. Elle a suivi la beauté mathématique dans des régions de plus en plus abstraites, de plus en plus éloignées de la réalité observable.
Et maintenant, elle se retrouve dans un endroit où elle ne peut plus trouver le chemin du retour. Mais explorons une possibilité encore plus radicale. Et si le problème n'était pas avec la théorie des cordes elle-même, mais avec notre attente qu'une théorie fondamentale de la physique devrait être testable? Et si nous avons atteint les limites de ce que l'observation peut nous dire sur l'univers? Pensez-y. Nous avons exploré l'univers des plus grandes échelles, les amas de galaxies et le rayonnement de fonds cosmologiques, jusqu'aux plus petites échelles accessibles, les quarks et les leptons dans nos accélérateurs de particules. Nous avons sondé des énergies allant de presque zéro jusqu'à des téraélectronvolts. Nous avons observé des phénomènes se produisant sur des échelles de temps allant de l'âge de l'univers jusqu'à des attosecondes. Et dans toute cette vaste gamme, le modèle standard de la physique des particules et la relativité générale fonctionnent parfaitement. Mais pour aller plus loin, pour sonder l'échelle de Planck où la gravité quantique devient importante, nous aurions besoin d'énergie 1 million de milliards de fois plus élevée que ce que le LHC peut atteindre. Nous aurions besoin d'un accélérateur de la taille du système solaire. C'est technologiquement impossible, pas seulement maintenant, mais peut-être pour toujours. Alors peut-être que nous avons atteint une limite fondamentale. Peut-être qu'il y a des questions sur l'univers que nous ne pourrons jamais répondre par l'observation directe. Peut-être que la physique fondamentale est entrée dans une nouvelle ère, où nous devons nous fier à des arguments indirects, à la cohérence mathématique, à la beauté théorique, parce que l'observation directe n'est plus possible. Si c'est vrai, alors peut-être que nous devons repenser ce que signifie faire de la physique. Peut-être que nous devons accepter que certaines théories resteront à jamais dans le royaume de la spéculation plausible plutôt que de la connaissance confirmée. Peut-être que nous devons développer de nouveaux critères pour évaluer les théories quand le test empirique direct n'est pas possible. Mais soyons clairs sur ce que cela signifierait. Cela signifierait abandonner ce qui a rendu la science si puissante au cours des 4 derniers siècles. Son ancrage dans l'observation, son insistance sur le test empirique, son refus d'accepter des théories basées uniquement sur l'autorité ou l'élégance. Cela signifierait revenir à quelque chose qui ressemble plus à la philosophie naturelle pré-scientifique, où les arguments étaient tranchés par la logique et le débat plutôt que par l'expérience. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Est-ce vraiment où nous devons aller ? Ou y a-t-il une autre voie ? Peut-être que la réponse est de reconnaître humblement les limites de notre connaissance. Peut-être que nous devrions admettre que nous ne savons pas comment unifier la gravité et la mécanique quantique et que nous ne le saurons peut-être pas de notre vivant, ou même du vivant de nos arrière-petits-enfants. Peut-être que nous devrions nous concentrer sur des questions que nous pouvons réellement répondre, sur des phénomènes que nous pouvons réellement observer et tester. Il y a beaucoup de mystères en physique qui sont accessibles à l'observation. La nature de la matière noire et de l'énergie noire. Le problème de la hiérarchie dans la physique des particules. L'origine de la masse des neutrinos. La violation de la symétrie CP. Les oscillations des neutrinos. Chacun de ces problèmes est profond, fascinant et surtout testable. Nous pouvons concevoir des expériences pour les explorer. Nous pouvons faire des prédictions qui peuvent être confirmées ou réfutées. Peut-être que c'est là que nous devrions concentrer nos ressources et notre attention. Pas sur des spéculations mathématiques élégantes, mais non testables sur l'échelle de Planck, mais sur des mystères réels que nous pouvons réellement espérer résoudre. Mais il y a une objection à cette approche pragmatique. Certains diront que les grandes percées en physique sont venues précisément de personnes qui ont osé spéculer au-delà de ce qui était immédiatement testable. Einstein n'avait aucune preuve expérimentale directe pour la relativité générale quand il l'a développée. Il a été guidé par des principes théoriques, par la beauté mathématique, par l'intuition. Et il avait raison. Mais voici la différence cruciale. Einstein a fait des prédictions testables. Il a dit que la lumière serait déviée par le soleil, que les horloges ralentiraient dans un champ gravitationnel fort, que l'univers devrait être en expansion ou en contraction. Ces prédictions pouvaient être testées, et elles l'ont été. La théorie des cordes, après 40 ans, n'a toujours pas fait de prédictions comparables. De plus, Einstein travaillait avec des phénomènes qui étaient au moins en principe observables, avec la technologie de son époque ou d'un futur proche.
La déviation de la lumière par le Soleil a été observée en 1919, seulement 4 ans après la publication de la relativité générale. La dilatation du temps gravitationnel a été mesurée dans les années 1960. Les ondes gravitationnelles, bien qu'elles aient pris un siècle à détecter, étaient toujours une prédiction testable en principe. La théorie des cordes, en revanche, fait des prédictions sur des phénomènes qui se produisent à des échelles d'énergie et de distance qui sont peut-être à jamais hors de portée de l'observation humaine. C'est pas la même chose que de faire des prédictions qui sont difficiles à tester avec la technologie actuelle. C'est faire des prédictions qui pourraient être impossibles à tester avec n'importe quelle technologie concevable. Et c'est là que nous devons tracer une ligne. La science doit rester ancrée dans le testable, même si ce testable est difficile, même si cela prend des décennies ou des siècles. Une fois que nous abandonnons cette exigence, une fois que nous acceptons des théories qui sont en principe non testables, nous avons quitté le domaine de la science et sommes entrés dans le domaine de la métaphysique. Et il n'y a rien de mal avec la métaphysique. C'est un domaine d'investigation légitime et important. Mais ce n'est pas de la science. Et nous ne devrions pas prétendre que c'en est. Alors, où cela nous laisse-t-il avec la théorie des cordes ? Peut-être que la réponse la plus honnête est celle-ci. La théorie des cordes est un programme de recherche mathématique fascinant qui a produit des insights profonds sur la structure des mathématiques et sur certains aspects de la physique théorique. Elle a inspiré de nouvelles façons de penser aux symétries, aux dualités, aux connexions entre différents domaines de la physique. Elle a été intellectuellement productive et stimulante. Mais, en tant que théorie physique prétendant décrire la réalité fondamentale de notre univers, elle a échoué. Elle n'a pas tenu ses promesses. Elle n'a pas unifié la physique. Elle n'a pas expliqué les constantes fondamentales. Elle n'a pas fait de prédictions testables. Après 40 ans et des milliards de dollars, elle reste une spéculation mathématique élégante, sans connexion confirmée avec le monde physique. Et peut-être que c'est acceptable, tant que nous sommes honnêtes à ce sujet. Tant que nous ne prétendons pas que c'est plus que ce que c'est. Tant que nous ne laissons pas cette théorie monopoliser les ressources et l'attention au détriment d'approches qui pourraient avoir une meilleure chance de faire de véritables progrès en physique. La leçon la plus profonde de l'histoire de la théorie des cordes n'est peut-être pas sur la physique du tout. C'est sur la nature humaine. C'est sur notre capacité à nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie, même face à des preuves accablantes du contraire. C'est sur notre vulnérabilité à la séduction de la beauté mathématique. C'est sur la façon dont les structures sociales et institutionnelles peuvent perpétuer des programmes de recherche bien au-delà de leur utilité scientifique. Et c'est sur l'importance de l'humilité intellectuelle, de la volonté d'admettre quand nous ne savons pas, de la résistance à la tentation de remplir notre ignorance avec des spéculations élégantes mais non testables, de la reconnaissance que certaines questions pourraient être, au moins pour l'instant, au-delà de notre capacité à répondre. Parce qu'en fin de compte, la science n'est pas sur la certitude. Elle n'est pas sur avoir toutes les réponses. Elle est sur poser les bonnes questions, sur développer des méthodes pour y répondre, et sur avoir l'honnêteté d'admettre quand nos méthodes atteignent leurs limites. La théorie des cordes nous a montré ses limites de manière spectaculaire. Elle nous a montré ce qui se passe quand la physique perd le contact avec l'expérience. Elle nous a montré les dangers de suivre la beauté mathématique sans l'ancrage de l'observation. Elle nous a montré comment même les scientifiques les plus brillants peuvent être égarés pendant des décennies. Mais elle nous a aussi montré quelque chose d'autre. Elle nous a montré la puissance de l'imagination humaine, notre capacité à concevoir des structures d'une complexité et d'une beauté stupéfiantes. Elle nous a montré que même quand nous nous trompons, même quand nous suivons une fausse piste, nous pouvons encore découvrir des choses fascinantes en cours de route. La question maintenant est, qu'allons-nous faire de ces leçons ? Allons-nous continuer sur la même voie, en espérant qu'une percée est juste au coin de la rue ? Ou allons-nous avoir le courage de reconnaître que peut-être, juste peut-être, nous devons essayer quelque chose de différent ? Très bien. Arrêtons-nous ici et parlons franchement. Je comprends parfaitement à quoi vous pensez en ce moment. Vous vous dites probablement « quod-bas » 34, quod-bas. Et vous avez absolument raison d'être sceptique. Parce que voici la vérité inconfortable que nous devons affronter. Critiquer la théorie des cordes depuis une position confortable,
40 ans après le début de l'aventure, avec le recul parfait que donne l'histoire, c'est intellectuellement malhonnête si nous ne reconnaissons pas quelque chose de crucial. Ces physiciens ne sont pas stupides, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas victimes d'une illusion collective. Ce sont littéralement parmi les esprits les plus brillants que l'humanité ait jamais produits. Alors pourquoi ? Pourquoi des milliers de physiciens exceptionnellement intelligents, formés à penser de manière critique, entraînés à remettre en question les hypothèses, continuent-ils à travailler sur une théorie qui n'a produit aucune prédiction testable en 4 décennies ? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est peut-être la question la plus importante que nous puissions poser, parce que la réponse nous en dit beaucoup plus sur la nature de la connaissance humaine que sur la théorie des cordes elle-même. Commençons par reconnaître quelque chose que les critiques de la théorie des cordes mentionnent rarement. Le problème que cette théorie tente de résoudre est d'une difficulté presque inconcevable. Unifier la mécanique quantique et la relativité générale n'est pas comme résoudre une équation difficile. C'est comme essayer de réconcilier 2 langages fondamentalement incompatibles pour décrire la réalité. C'est comme si l'univers nous parlait en 2 dialectes contradictoires, et que nous devions trouver la grammaire sous-jacente qui les unifie. Imaginez que vous êtes un physicien en 1984. Vous venez de voir la découverte de Green et Schwartz. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un a trouvé un cadre mathématique où la gravité et la mécanique quantique peuvent coexister sans produire ces infinis catastrophiques. Les équations sont d'une beauté stupéfiante. Elles révèlent des symétries que personne n'avait imaginées. Tous vos collègues les plus brillants se précipitent dans cette direction. Les universités les plus prestigieuses créent des postes pour les théoriciens des cordes. Les revues les plus respectées publient article après article sur cette nouvelle approche révolutionnaire. Qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous eu le courage de dire « Non, je vais travailler sur quelque chose d'autre » ? Auriez-vous eu la prescience de voir que 40 ans plus tard, cette théorie n'aurait toujours produit aucune prédiction testable ? Bien sûr que non. Personne ne l'avait. Parce que l'histoire de la science est remplie d'exemples où des percées théoriques majeures ont pris des décennies avant de produire des prédictions testables. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit au cours de ces 40 années. Quelque chose que nous devons comprendre si nous voulons vraiment saisir ce qui s'est passé avec la théorie des cordes. La théorie a évolué. Elle a muté. Elle s'est transformée en quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'elle était au début. Dans les années 1980, la théorie des cordes était une tentative audacieuse, mais relativement simple, d'unifier les forces fondamentales. Les cordes vibraient dans 10 dimensions. Différents modes de vibration correspondaient à différentes particules. C'était élégant. C'était stable en principe. Et les théoriciens pensaient qu'ils pourraient faire des prédictions spécifiques dans un avenir proche. Puis est venue la découverte du paysage des cordes dans les années 2000. Soudain, il n'y avait plus une seule théorie des cordes, mais 10 puissance 500 versions différentes. Et au lieu de reconnaître que cela rendait la théorie non prédictive, au lieu d'admettre que c'était peut-être un signe que quelque chose n'allait pas, la communauté des cordes a fait quelque chose de remarquable. Elle a transformé ce bug en feature, comme disent les programmeurs. Elle a dit « Arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui vient de se passer. » Une théorie qui prétendait expliquer pourquoi notre univers a les propriétés spécifiques qu'il a, s'est transformée en une théorie qui dit que notre univers n'a rien de spécial, qu'il est juste un parmi un nombre astronomique d'univers possibles, et que nous ne devrions pas nous attendre à pouvoir expliquer ses propriétés spécifiques. C'est un recul épistémologique spectaculaire. C'est comme si un détective promettait de trouver le meurtrier, puis concluait que peut-être tout le monde dans la ville est également coupable dans des réalités parallèles. Donc nous ne pouvons pas vraiment résoudre le crime. Mais voici ce qui est fascinant. Cette transformation n'a pas été perçue comme un échec par la communauté des cordes. Elle a été présentée comme un progrès, comme une découverte profonde sur la nature de la réalité. Le multivers n'était pas un aveu d'échec, c'était une nouvelle frontière excitante. Le principe anthropique n'était pas une capitulation intellectuelle, c'était une solution élégante au problème du réglage fin. Comment est-ce possible ? Comment une communauté scientifique entière peut-elle réinterpréter un échec prédictif comme un succès théorique ? La réponse nous ramène à quelque chose de profondément humain. Notre capacité extraordinaire à rationaliser,
à trouver des raisons pour continuer à croire ce que nous voulons croire. Pensez à un joueur dans un casino. Il perd main après main, mais à chaque perte, il trouve une raison pour continuer. La prochaine main sera différente. J'ai juste besoin d'une bonne carte. Ma chance va tourner. Les psychologues appellent cela le biais de confirmation et l'erreur du joueur. Nous voyons les patterns que nous voulons voir. Nous ignorons les preuves qui contredisent nos croyances. Nous trouvons des raisons pour continuer, même quand la logique nous dit d'arrêter. Maintenant, je ne dis pas que les théoriciens des cordes sont comme des joueurs compulsifs. Ce serait insultant et faux. Mais je dis que même les scientifiques les plus brillants sont humains. Même eux sont sujets au biais cognitif. Même eux peuvent être piégés par l'investissement irrécupérable, par la pression sociale, par le désir de croire que leur travail de toute une vie n'a pas été en vain. Et il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus subtil et peut-être de plus important. Il y a la séduction de la beauté mathématique elle-même. Écoutez comment les théoriciens des cordes parlent de leur travail. Ils utilisent d'un langage presque mystique. Ils parlent d'élégance, de profondeur, de beauté stupéfiante. Ils décrivent leurs équations comme des œuvres d'art, comme des symphonies mathématiques. Edward Wheaton a dit un jour que la théorie des cordes était 91. C'est une phrase magnifique, presque poétique. Mais remarquez ce qu'elle implique. Que la théorie est si avancée, si profonde, que nous ne sommes pas encore prêts à la comprendre pleinement. C'est un argument séduisant. Mais c'est aussi un argument dangereux, parce qu'il immunise la théorie contre la critique. Si la théorie ne fait pas de prédictions testables, ce n'est pas parce qu'elle a un problème, c'est parce que nous ne sommes pas encore assez avancés pour la tester. Si elle semble déconnectée de la réalité physique, ce n'est pas parce qu'elle est fausse, c'est parce qu'elle est trop profonde pour que nous la comprenions pleinement maintenant. Vous voyez le problème ? Une fois que vous acceptez ce genre de raisonnement, il n'y a plus de moyen de distinguer une théorie profonde mais non testable d'une théorie simplement fausse. Les deux ressemblent exactement à la même chose, mathématiquement cohérente, empiriquement stérile, défendue par des arguments sur la beauté et la profondeur plutôt que sur la confirmation expérimentale. Maintenant, explorons quelque chose de vraiment troublant. Quelque chose que même les critiques les plus sévères de la théorie des cordes hésitent souvent à mentionner. Il y a un coût d'opportunité massif à la domination de la théorie des cordes. Chaque jeune physicien brillant qui passe 10 ans à maîtriser les mathématiques de la théorie des cordes est un physicien qui ne travaille pas sur d'autres approches. Chaque dollar de financement qui va à la recherche sur les cordes est un dollar qui ne va pas à des approches d'alternatives. Chaque poste universitaire occupé par un théoricien des cordes est un poste qui n'est pas disponible pour quelqu'un travaillant sur la gravitation quantique à boucle, ou la théorie des twisters, ou la géométrie non commutative, ou l'une des dizaines d'autres approches qui ont été marginalisées. Combien de percées potentielles avons-nous manqué ? Combien de jeunes génies ont abandonné la physique théorique parce qu'ils ne voulaient pas ou ne pouvaient pas travailler sur la théorie des cordes ? Combien d'idées prometteuses n'ont jamais été pleinement explorées parce que les ressources et l'attention étaient monopolisées par les cordes ? Nous ne le saurons jamais. C'est la nature tragique du coût d'opportunité. Nous ne pouvons pas voir les découvertes qui n'ont pas été faites, les théories qui n'ont pas été développées, les carrières qui n'ont pas été poursuivies. Nous ne pouvons voir que ce qui s'est réellement passé. 40 ans de domination de la théorie des cordes et 0 prédiction testable. Mais peut-être que je suis trop dur. Peut-être que nous devons reconnaître que la théorie des cordes a produit quelque chose de valeur, même si ce n'est pas ce qui était promis. Elle a inspiré de nouvelles mathématiques. Elle a révélé des connexions inattendues entre différents domaines de la physique. Elle a fourni des outils conceptuels qui se sont révélés utiles dans d'autres contextes. La correspondance ADS-CFT, par exemple, a trouvé des applications dans l'étude des plasmas de quarks-gluons et même dans la physique de la matière condensée. Ce sont des contributions réelles. Ce sont des avancées intellectuelles légitimes. Mais sont-elles suffisantes pour justifier 40 ans de domination ? Sont-elles suffisantes pour justifier le coût d'opportunité massif ? Sont-elles suffisantes pour justifier le fait que la physique théorique fondamentale a essentiellement stagné pendant 4 décennies ? La réponse honnête est probablement pas. Parce que ces contributions, aussi intéressantes soient-elles,
sont des sous-produits. Ce ne sont pas les objectifs pour lesquels la théorie des cordes a été développée. La théorie des cordes n'a pas été vendue comme un programme de recherche mathématique qui pourrait avoir des applications intéressantes en physique. Elle a été vendue comme la théorie du tout, comme la solution finale au problème de l'unification, comme la clé pour comprendre la nature fondamentale de la réalité. Et sur ces critères, sur les critères qu'elle s'est elle-même fixés, la théorie des cordes a échoué. Complètement. Spectaculairement. Sans équivoque. Mais voici où nous devons être vraiment honnêtes, vraiment rigoureux dans notre pensée. L'échec de la théorie des cordes ne signifie pas que les approches alternatives sont nécessairement meilleures. La gravitation quantique à boucle, par exemple, a ses propres problèmes. Elle n'a pas encore montré comment récupérer la relativité générale classique dans la limite appropriée. Elle n'a pas encore été formulée de manière à inclure le modèle standard de la physique des particules. Ces prédictions testables, bien que plus concrètes que celles de la théorie des cordes, n'ont pas encore été confirmées. Donc peut-être que le vrai problème n'est pas spécifiquement avec la théorie des cordes. Peut-être que le vrai problème est que le problème de la gravité quantique est simplement beaucoup plus difficile que nous ne l'avions imaginé. Peut-être que nous n'avons pas encore les outils conceptuels nécessaires pour le résoudre. Peut-être que nous avons besoin d'une révolution conceptuelle aussi profonde que la mécanique quantique ou la relativité, et que nous ne savons même pas encore dans quelle direction chercher. Si c'est vrai, alors peut-être que nous devrions être plus indulgents envers la théorie des cordes. Peut-être que c'était une tentative valable de résoudre un problème incroyablement difficile, une tentative qui n'a finalement pas fonctionné, mais qui était raisonnable à essayer. Peut-être que dans 100 ans, les historiens de la science regarderont en arrière et diront « Bien sûr qu'ils ont essayé la théorie des cordes. C'était l'approche évidente à explorer à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas savoir qu'elle mènerait à une impasse. » Mais même si nous acceptons cette vision charitable, nous devons encore faire face à une question difficile. À quel moment reconnaissons-nous qu'une approche ne fonctionne pas ? Après 10 ans ? 20 ans ? 40 ans ? Combien de temps continuons-nous à investir des ressources dans une théorie qui ne produit pas de résultats testables avant d'admettre que peut-être nous devons essayer quelque chose de différent ? Il n'y a pas de réponse facile à cette question. La science n'est pas un processus mécanique où nous pouvons simplement appliquer des règles et obtenir la bonne réponse. C'est un processus humain, désordonné, influencé par le jugement, l'intuition, la chance, et oui, parfois par l'erreur et l'entêtement d'approche. Elle a créé des barrières d'approche. Elle a créé des barrières institutionnelles pour les jeunes chercheurs qui veulent explorer des alternatives. Elle a transformé ce qui devrait être une exploration ouverte de la nature en quelque chose qui ressemble dangereusement à un dogme. Et c'est là que nous devons être absolument clairs. La science progresse par la diversité d'approches, par l'exploration de multiples pistes simultanément, par la compétition entre théories rivales. Quand une seule approche domine au point d'étouffer les alternatives, quand les jeunes chercheurs se sentent obligés de travailler sur un problème particulier de peur de ne pas trouver d'emploi, quand les critiques sont marginalisées ou ignorées, nous n'avons plus une communauté scientifique saine. Nous avons quelque chose qui ressemble plus à une orthodoxie religieuse. Et le plus ironique dans tout cela ? La théorie des cordes elle-même est née comme une approche hérétique, comme une alternative radicale à l'orthodoxie de l'époque. Dans les années 1970, quand quelques physiciens marginaux ont commencé à explorer l'idée que les particules pourraient être des cordes plutôt que des points, ils étaient considérés comme des excentriques. L'establishment de la physique des particules les ignorait largement. Ils travaillaient en marge, avec peu de ressources et peu de reconnaissance. Puis est venue la percée de Green et Schwartz en 1984, et soudain, l'hérésie est devenue l'orthodoxie. Les marginaux sont devenus l'establishment. Et maintenant, 40 ans plus tard, cette nouvelle orthodoxie fait exactement ce que l'ancienne orthodoxie faisait. Elle marginalise les approches alternatives, elle contrôle les ressources et les postes, elle définit ce qui est considéré comme de la physique sérieuse et ce qui ne l'est pas. C'est un cycle familier dans l'histoire de la science. Les révolutionnaires deviennent les conservateurs, les hérétiques deviennent les gardiens de l'orthodoxie. Et le progrès scientifique ralentit, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération de révolutionnaires émerge
pour défier la nouvelle orthodoxie. Peut-être que c'est là où nous en sommes maintenant avec la théorie des cordes. Peut-être que nous sommes à la fin d'un cycle, en attendant la prochaine révolution. Peut-être que quelque part, un jeune physicien brillant est en train de développer une idée radicalement nouvelle qui rendra obsolète tout le débat sur la théorie des cordes. Peut-être que dans 20 ans, nous regarderons en arrière sur cette période et nous nous demanderons pourquoi nous avons passé tant de temps à débattre d'une théorie qui s'est révélée être une impasse. Ou peut-être pas. Peut-être que la théorie des cordes finira par produire des prédictions testables. Peut-être qu'une percée technologique rendra possible de sonder l'échelle de Planck. Peut-être que nous découvrirons des signatures indirectes de dimensions supplémentaires ou de supersymétrie. Peut-être que dans 100 ans, les physiciens regarderont en arrière sur cette période de doute et diront « Code 93. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. » C'est la nature fondamentale de la recherche scientifique à la frontière de la connaissance. Nous travaillons dans l'obscurité, guidés par l'intuition, l'espoir et parfois juste l'entêtement. Nous faisons des paris sur des idées qui pourraient être brillantes ou qui pourraient être complètement fausses. Et nous ne savons pas lesquelles jusqu'à ce que nous les ayons explorées. Mais voici ce que nous pouvons exiger. L'honnêteté intellectuelle. La volonté d'admettre quand une approche ne produit pas les résultats promis. Le courage de remettre en question l'orthodoxie, même quand c'est inconfortable. L'ouverture à des approches alternatives, même quand elles semblent moins élégantes ou moins prometteuses. Et surtout, l'humilité de reconnaître que nous pourrions nous tromper, que nos intuitions pourraient nous égarer, que la beauté mathématique n'est pas toujours un guide fiable vers la vérité physique. La théorie des cordes nous a enseigné ces leçons de la manière la plus dure possible. Elle nous a montré ce qui se passe quand une communauté scientifique perd le contact avec l'expérience, quand elle commence à valoriser l'élégance mathématique au-dessus de la confirmation empirique, quand elle devient tellement investie dans une approche particulière qu'elle ne peut plus voir objectivement ses échecs. Ces leçons sont douloureuses, elles sont inconfortables. Elles remettent en question notre image de la science comme une entreprise purement rationnelle, guidée uniquement par la logique et les données. Elles révèlent que même la science, même à son niveau le plus fondamental, est une entreprise profondément humaine, sujette aux mêmes faiblesses, aux mêmes biais, aux mêmes illusions que toute autre activité humaine. Mais peut-être que c'est exactement ce que nous devions apprendre. Peut-être que la vraie valeur de l'histoire de la théorie des cordes n'est pas dans les mathématiques qu'elle a produites, ou dans les insights qu'elle a révélés. Peut-être que sa vraie valeur est comme un avertissement, comme un rappel de nos limites, comme une leçon d'humilité pour une espèce qui a parfois tendance à surestimer sa propre intelligence. Parce qu'en fin de compte, nous sommes juste des singes intelligents sur une petite planète, essayant de comprendre un univers d'une complexité et d'une étrangeté qui dépasse peut-être notre capacité de compréhension. Nous avons fait des progrès remarquables. Nous avons découvert des choses que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Nous avons sondé les profondeurs de l'atome et les vastes étendues du cosmos. Mais peut-être que nous avons atteint, au moins temporairement, les limites de ce que nous pouvons comprendre avec nos cerveaux actuels et notre technologie actuelle. Peut-être que certaines questions sur l'univers resteront sans réponse pendant des siècles, ou des millénaires, ou peut-être pour toujours. Peut-être que l'univers n'a aucune obligation d'être compréhensible pour nous. Et si c'est vrai, alors peut-être que la chose la plus scientifique que nous puissions faire est d'admettre notre ignorance. De dire « nous ne savons pas ». Nous avons essayé cette approche pendant 40 ans et elle n'a pas fonctionné. Peut-être que nous devons essayer quelque chose de différent. Ou peut-être que nous devons simplement attendre que de nouvelles technologies ou de nouvelles idées émergent. Ce n'est pas une capitulation. Ce n'est pas un échec. C'est de l'honnêteté intellectuelle. C'est de la maturité scientifique. C'est la reconnaissance que la science n'est pas sur avoir toutes les réponses, mais sur poser les bonnes questions et avoir l'humilité d'admettre quand nous ne pouvons pas y répondre. La théorie des cordes restera probablement dans l'histoire de la science comme l'une des plus grandes aventures intellectuelles jamais entreprises. Des milliers de physiciens brillants, travaillant pendant des décennies, explorant des mathématiques d'une complexité stupéfiante, repoussant les limites de ce que l'esprit humain peut concevoir.
C'est magnifique. C'est inspirant. C'est un témoignage de l'ambition et de la créativité humaine. Mais ce sera aussi un avertissement. Un rappel que l'intelligence seule ne suffit pas. Que la beauté mathématique peut être trompeuse. Que même les génies peuvent s'égarer. Que la science doit rester ancrée dans l'observation, dans le test, dans la confrontation constante avec la réalité. Et peut-être, juste peut-être, que c'est la leçon la plus importante que la théorie des cordes pouvait nous enseigner. Alors revenons au début. Vous vous souvenez de cette image avec laquelle nous avons commencé ? Des milliers de physiciens brillants dans les plus prestigieuses universités du monde, consacrant leur vie entière à une théorie qui pourrait être fondamentalement impossible à prouver. Nous avons dit que c'était troublant. Mais maintenant, après avoir exploré cette histoire dans toute sa complexité, peut-être que nous pouvons voir quelque chose de différent. Peut-être que ce n'est pas seulement troublant, peut-être que c'est profondément, étrangement humain. Parce que voici ce que l'histoire de la théorie des cordes révèle vraiment. Nous sommes une espèce qui ne peut pas s'empêcher de poser des questions, même quand nous savons que les réponses pourraient être hors de portée. Nous sommes une espèce qui construit des cathédrales mathématiques dans le vide, qui explore des dimensions que nous ne pouvons pas voir, qui imagine des univers que nous ne pourrons jamais visiter. Nous faisons tout cela non pas parce que c'est pratique, non pas parce que cela nous donnera une nouvelle technologie, mais simplement parce que nous ne pouvons pas nous en empêcher. Parce que nous sommes, au fond, des créatures qui cherchent du sens. Et peut-être que c'est là que réside la vraie question philosophique que la théorie des cordes soulève. Non pas « est-elle vraie ?», mais « pourquoi avons-nous besoin qu'elle soit vraie ?» Pourquoi avons-nous ce désir profond, presque viscéral, de croire que l'univers doit être élégant, unifié, compréhensible ? D'où vient cette conviction que la réalité, à son niveau le plus fondamental, doit être mathématiquement belle ? Pensez à l'histoire de l'humanité et à notre relation avec le cosmos. Pendant des millénaires, nous avons regardé le ciel nocturne et nous avons vu des dieux, des destins, des histoires. Nous avons projeté nos espoirs, nos peurs, nos désirs sur les étoiles. Puis est venue la révolution scientifique, et nous avons appris que les étoiles ne sont pas des dieux, mais des boules de gaz incandescents, que les planètes ne contrôlent pas nos destins, mais suivent des lois mécaniques précises, que l'univers n'a pas été créé pour nous, mais existe selon ses propres règles indifférentes. C'était censé être une désillusion. C'était censé nous libérer de nos illusions anthropocentriques. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Nous avons simplement transféré notre besoin de sens, notre désir de beauté, de la mythologie à la physique. Au lieu de voir des dieux dans les étoiles, nous avons commencé à voir des équations. Au lieu de chercher un dessein divin, nous avons commencé à chercher une théorie du tout. Nous avons remplacé la théologie par la physique théorique, mais le désir sous-jacent est resté le même. Le besoin de croire que l'univers a un sens, une structure, une raison d'être. La théorie des cordes est peut-être l'expression ultime de ce désir. Elle promet que tout, absolument tout dans l'univers, peut être réduit à une seule équation élégante. Que toute la complexité, toute la diversité, toute l'étrangeté de la réalité émerge d'un principe simple et beau. C'est une vision séduisante. C'est presque une vision religieuse, dans un sens profond et non péjoratif du terme. C'est la croyance que derrière le chaos apparent, il y a un ordre, que derrière la complexité, il y a une simplicité, que l'univers, au fond, fait sens. Mais que se passe-t-il si cette croyance est fausse ? Que se passe-t-il si l'univers, à son niveau le plus fondamental, n'est pas élégant mais arbitraire ? Pas unifié, mais fragmenté. Pas compréhensible, mais fondamentalement mystérieux. Que se passe-t-il si les constantes fondamentales de la nature n'ont pas d'explication profonde, si elles sont juste comme ça ? Que se passe-t-il si l'univers n'a pas été conçu pour être compris par des singes intelligents sur une petite planète ? C'est une possibilité terrifiante pour beaucoup de physiciens, parce que cela signifierait que leur quête de toute une vie pourrait être fondamentalement vaine, que certaines questions n'ont pas de réponse, que certains mystères resteront à jamais des mystères. Et peut-être que c'est pour cela que la théorie des cordes a persisté si longtemps
malgré l'absence de confirmation expérimentale. Non pas parce que les physiciens sont stupides ou aveugles, mais parce que l'alternative, l'idée que l'univers pourrait être fondamentalement incompréhensible, est trop difficile à accepter. Mais explorons cette possibilité plus profondément. Explorons ce que nous ne savons pas, ce que nous ne pouvons peut-être pas savoir, et ce que cela signifie pour notre place dans l'univers. Commençons par la matière noire et l'énergie noire. Ensemble, elles constituent environ 95% de l'univers. 95%. Nous ne savons pas ce qu'elles sont. Nous savons qu'elles existent parce que nous pouvons voir leurs effets gravitationnels, mais nous n'avons aucune idée de leur nature fondamentale. Nous avons des théories, bien sûr, des dizaines de théories, mais aucune n'a été confirmée. Nous vivons dans un univers dont nous ne comprenons que 5% de la composition. C'est comme si nous étions des poissons dans un océan, conscients uniquement de l'eau immédiatement autour de nous, ignorant complètement les 95% de l'océan qui s'étend au-delà de notre perception. Ensuite, il y a le problème de la mesure quantique. Depuis presque un siècle, nous utilisons la mécanique quantique pour faire des prédictions d'une précision stupéfiante. Mais nous ne comprenons toujours pas ce qui se passe réellement lors d'une mesure quantique. Pourquoi une particule qui existe dans une superposition d'états a un état particulier quand nous l'observons ? Est-ce vraiment un choix ? Y a-t-il un effondrement réel de la fonction d'onde, ou l'univers se divise-t-il en branches multiples comme le suggère l'interprétation des mondes multiples ? Ou peut-être que la conscience joue un rôle, comme certains physiciens l'ont suggéré. Nous ne savons pas. Après un siècle de débats, nous ne savons toujours pas. Et puis il y a la nature du temps lui-même. Nous expérimentons le temps comme un flux unidirectionnel, du passé vers le futur. Mais les lois fondamentales de la physique sont symétriques dans le temps. Elles fonctionnent aussi bien en avant qu'en arrière. Alors d'où vient cette flèche du temps que nous expérimentons ? Pourquoi nous souvenons-nous du passé, mais pas du futur ? Pourquoi les œufs se cassent, mais ne se réassemblent jamais spontanément ? La réponse standard fait appel à l'entropie et à la thermodynamique. Mais cela ne fait que repousser la question. Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état de basse entropie ? Pourquoi y avait-il un Big Bang plutôt que rien du tout ? Ces questions ne sont pas périphériques. Ce ne sont pas des détails techniques que nous réglerons bientôt. Ce sont des mystères fondamentaux sur la nature de la réalité elle-même. Et la vérité inconfortable est que nous ne sommes peut-être pas plus proches de les résoudre maintenant que nous ne l'étions il y a 50 ans. Nous avons accumulé plus de données, développé des mathématiques plus sophistiquées, construit des instruments plus puissants. Mais les questions fondamentales restent aussi mystérieuses qu'avant. Et peut-être, juste peut-être, que c'est comme ça que ça devrait être. Peut-être que l'univers n'a pas l'obligation d'être compréhensible pour nous. Peut-être que notre cerveau, qui a évolué pour nous aider à survivre dans la savane africaine, n'est tout simplement pas équipé pour comprendre la nature fondamentale de la réalité. Nous pouvons faire des mathématiques sophistiquées, nous pouvons construire des théories élégantes, mais peut-être que nous sommes comme des fourmis, essayant de comprendre la mécanique quantique. Nous pouvons observer les phénomènes, nous pouvons même faire des prédictions utiles, mais la compréhension profonde pourrait être au-delà de nos capacités cognitives. C'est une pensée humiliante. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, une pensée libératrice. Parce que si nous acceptons que certaines choses pourraient être au-delà de notre compréhension, alors nous pouvons arrêter de nous torturer quand nous ne trouvons pas les réponses. Nous pouvons arrêter de construire des théories de plus en plus compliquées pour expliquer ce qui est peut-être inexplicable. Nous pouvons accepter le mystère sans nous sentir comme des échecs. Mais attention, je ne dis pas que nous devrions abandonner. Je ne dis pas que nous devrions arrêter de poser des questions, arrêter de chercher des réponses. L'histoire de la science est remplie d'exemples de problèmes qui semblaient insolubles jusqu'à ce que quelqu'un ait une idée brillante. La nature de la lumière était un mystère pendant des siècles, jusqu'à ce que Maxwell unifie l'électricité et le magnétisme. L'origine des espèces était inexplicable, jusqu'à ce que Darwin propose la sélection naturelle. La structure de l'atome était incompréhensible, jusqu'à ce que la mécanique quantique soit développée. Donc, peut-être que la gravité quantique sera résolue. Peut-être que quelqu'un, quelque part, aura l'insight crucial qui rendra tout clair. Peut-être que ce sera un théoricien des cordes,
qui trouvera enfin comment faire des prédictions testables. Ou peut-être que ce sera quelqu'un travaillant sur une approche complètement différente. Ou peut-être que ce sera quelqu'un qui n'est même pas encore né, qui grandira dans un monde avec des technologies et des perspectives que nous ne pouvons pas imaginer. Nous ne savons pas. Et c'est acceptable de ne pas savoir. C'est acceptable d'admettre que nous sommes au début d'un long voyage, pas à la fin. C'est acceptable de dire que nous avons fait des progrès remarquables, mais qu'il reste encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Maintenant, revenons à vous. Oui, vous qui écoutez ces mots en ce moment. Vous pourriez penser que tout cela, la théorie des cordes, la gravité quantique, les dimensions supplémentaires, n'a rien à voir avec votre vie quotidienne. Et d'une certaine manière, vous avez raison. Que la théorie des cordes soit vraie ou fausse ne changera probablement rien à votre routine demain matin. Vous vous réveillerez, vous prendrez votre café, vous irez travailler ou à l'école, vous vivrez votre vie. Mais d'une autre manière, plus profonde, tout cela a tout à voir avec vous. Parce que vous êtes fait de particules qui obéissent aux lois de la mécanique quantique. Vous existez dans un espace-temps courbé par la gravité. Vous êtes le produit de 13 milliards 800 millions d'années d'évolution cosmique, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Chaque atome dans votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années. Vous êtes, littéralement, de la poussière d'étoile qui a pris conscience d'elle-même. Et voici ce qui est vraiment extraordinaire. Vous êtes la façon dont l'univers se connaît lui-même. Pendant 13 milliards 800 millions d'années, l'univers a existé sans conscience, sans compréhension, sans questionnement. Puis, sur au moins une petite planète autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie banale, quelque chose de remarquable s'est produit. La matière s'est organisée de manière suffisamment complexe pour devenir consciente, pour se poser des questions, pour se demander d'où elle vient et où elle va. Vous êtes cette matière consciente. Vous êtes l'univers regardant en arrière sur lui-même, s'émerveillant de sa propre existence, essayant de comprendre ses propres lois. C'est extraordinaire. C'est miraculeux, même si nous n'utilisons pas ce mot dans un sens religieux. C'est le fait le plus étonnant de toute l'existence, que l'univers a produit des êtres capables de le comprendre, au moins partiellement. Et peut-être que c'est là que réside la vraie leçon de l'histoire de la théorie des cordes. Non pas dans les détails techniques de la théorie elle-même, non pas dans le débat sur sa validité scientifique, mais dans ce qu'elle révèle sur nous, sur notre besoin irrépressible de comprendre, sur notre refus d'accepter le mystère sans le questionner, sur notre volonté de consacrer des vies entières à la poursuite de questions qui pourraient ne jamais avoir de réponse. C'est à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Notre force parce que c'est ce qui nous a permis de passer de la savane africaine à l'exploration de l'univers, de la découverte du feu à la compréhension de la structure de l'atome. Notre faiblesse parce que parfois nous ne savons pas quand nous arrêter, quand admettre que nous avons atteint les limites de ce que nous pouvons comprendre avec nos outils actuels. La théorie des cordes nous a montré ses limites de manière spectaculaire. Elle nous a montré qu'il est possible pour des milliers de personnes brillantes de consacrer des décennies à une idée qui pourrait être fondamentalement non testable. Elle nous a montré que l'intelligence et la sophistication mathématique ne suffisent pas si nous perdons le contact avec la réalité observable. Elle nous a montré que même la science, cette entreprise qui se veut la plus rationnelle et objective de toutes les activités humaines, est vulnérable aux mêmes faiblesses que toute autre entreprise humaine. Mais elle nous a aussi montré quelque chose de beau. Elle nous a montré que nous sommes une espèce qui ne peut pas s'empêcher de rêver, qui ne peut pas s'empêcher d'imaginer, qui ne peut pas s'empêcher de chercher des réponses, même quand les questions semblent impossibles. Et peut-être que c'est ce qui nous rend vraiment humains. Non pas notre intelligence, non pas notre technologie, mais notre capacité à nous émerveiller, à questionner, à chercher du sens dans un univers qui pourrait ne pas en avoir. Alors, où cela nous laisse-t-il ? 42 ans après le début de la première révolution des supercordes, avec zéro prédiction testable, avec des milliers de physiciens toujours au travail, avec des critiques de plus en plus vocales, avec un débat qui fait rage sur la nature même de ce qui constitue la science, où en sommes-nous ? La réponse honnête est « nous ne savons pas ». Nous sommes dans une période d'incertitude profonde en physique fondamentale.
Nous avons le modèle standard, qui fonctionne magnifiquement, mais que nous savons être incomplet. Nous avons la relativité générale, qui décrit la gravité avec une précision stupéfiante, mais qui ne peut pas être réconciliée avec la mécanique quantique. Et nous avons plusieurs approches pour résoudre ce problème, dont aucune n'a encore produit de percée décisive. Peut-être que la théorie des cordes finira par réussir. Peut-être qu'une nouvelle génération de théoriciens trouvera comment faire des prédictions testables. Peut-être qu'une nouvelle technologie rendra possible de sonder l'échelle de Planck. Peut-être que dans 50 ans, nous regarderons en arrière sur cette période de doute et nous rirons de notre manque de foi. Ou peut-être que la théorie des cordes sera abandonnée, remplacée par une approche complètement différente que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant. Peut-être qu'elle restera dans l'histoire comme un avertissement, comme un exemple de ce qui se passe quand la physique perd le contact avec l'expérience. Ou peut-être, et c'est peut-être la possibilité la plus intéressante, que la théorie des cordes se transformera en quelque chose de différent. Peut-être qu'elle cessera de prétendre être une théorie physique et deviendra ouvertement ce qu'elle est peut-être déjà devenue. Un programme de recherche mathématique fascinant qui explore des structures abstraites sans prétendre décrire la réalité physique. Et peut-être que c'est acceptable. Peut-être que nous avons besoin à la fois de physiciens qui restent ancrés dans l'observation et de mathématiciens qui explorent les royaumes abstraits de la possibilité logique. Tant que nous sommes clairs sur qui fait quoi. Mais quelle que soit la direction que prend la physique fondamentale, une chose est certaine, les questions resteront. Les mystères persisteront. L'univers continuera à nous défier, à nous surprendre, à nous humilier avec sa complexité et son étrangeté. Et nous, les humains, continuerons à poser des questions, à chercher des réponses, à construire des théories, à les tester, à échouer, à réessayer. Parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Nous sommes les créatures qui regardent le ciel nocturne et se demandent ce qui se trouve au-delà. Nous sommes les créatures qui ne peuvent pas voir un mystère sans essayer de le résoudre. Nous sommes les créatures qui construisent des accélérateurs de particules de 27 km de circonférence juste pour voir ce qui se passe quand nous fracassons des protons ensemble à presque la vitesse de la lumière. C'est absurde d'une certaine manière. C'est magnifique d'une autre. C'est profondément, étrangement, merveilleusement humain. Et peut-être que c'est la vraie réponse à la question avec laquelle nous avons commencé. Pourquoi des milliers de physiciens brillants consacrent-ils leur vie à une théorie qui pourrait être impossible à prouver ? Non pas parce qu'ils sont stupides, non pas parce qu'ils sont aveugles, mais parce qu'ils sont humains. Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de chercher. Parce que le mystère les appelle, même quand ils savent que la réponse pourrait être hors de portée. Et vous savez quoi ? Peut-être que les réponses ne sont pas le plus important. Peut-être que ce qui compte vraiment, c'est la recherche elle-même. Le fait que nous posons les questions. Le fait que nous essayons. Le fait que nous refusons d'accepter l'ignorance sans la combattre, même quand le combat semble perdu d'avance. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'espèce ? Pas nos réponses. Nos réponses changent constamment, évoluent, sont révisées. Ce qui nous définit, ce sont nos questions. Notre curiosité insatiable. Notre refus d'accepter le mystère sans le questionner. Notre besoin de comprendre, même quand la compréhension semble impossible. La théorie des cordes pourrait échouer en tant que théorie physique. Elle a peut-être déjà échoué. Mais en tant que témoignage de l'ambition humaine, de notre capacité à imaginer, à rêver, à explorer les frontières les plus lointaines de la possibilité, elle est un triomphe. Un triomphe imparfait, certes. Un triomphe qui nous a enseigné autant par ses échecs que par ses succès. Mais un triomphe quand même. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, pensez à ceci. Quelque part là-haut, dans les profondeurs de l'espace, il y a des réponses à des questions que nous n'avons même pas encore appris à poser. Il y a des mystères qui attendent d'être découverts. Il y a des phénomènes si étranges, si contre-intuitifs, que nous ne pouvons même pas les imaginer avec nos cerveaux actuels. Et ici, sur cette petite planète, il y a des êtres conscients qui passent leur vie à essayer de comprendre ces mystères, qui construisent des théories d'une complexité stupéfiante, qui explorent des dimensions que nous ne pouvons pas voir, qui imaginent des univers que nous ne pourrons jamais visiter, qui se trompent parfois, qui s'égarent parfois, mais qui ne cessent jamais de chercher.
c'est nous, c'est l'humanité, c'est notre histoire. Et quelle que soit la vérité sur la théorie des cordes, quelle que soit la nature fondamentale de la réalité, cette histoire de recherche, de questionnement, d'émerveillement continuera. Parce que nous ne pouvons pas nous en empêcher. Parce que c'est ce qui nous rend humains. Et peut-être, juste peut-être, que c'est suffisant. Peut-être que les questions sont plus importantes que les réponses. Peut-être que la recherche est plus importante que la destination. Peut-être que le fait même que nous posons ces questions, que nous explorons ces mystères, que nous refusons d'accepter l'ignorance, est ce qui donne un sens à notre existence dans cet univers vaste et indifférent. Vous vous souvenez de cette image du début, des milliers de physiciens consacrant leur vie à une théorie qui pourrait être impossible à prouver ? Maintenant, peut-être que vous pouvez voir cela différemment. Pas comme un échec, pas comme une tragédie, mais comme quelque chose de profondément, magnifiquement humain. Comme un témoignage de notre refus d'accepter les limites, comme une célébration de notre curiosité insatiable, comme une preuve que nous sommes, malgré toutes nos faiblesses, une espèce remarquable. Nous sommes les créatures qui regardent l'infini et osent demander pourquoi. Et peut-être que c'est tout ce qui compte vraiment.